Bonsoir Fanny. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors d'abord, on apprend que les plans de la contre-offensive sont bouclés. Et oui, c'est Oleksiy Danilov, le chef du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, qui le dit. Il était interrogé par la radio ukrainienne Radio Liberty et il est affirmatif. Les détails de la contre-offensive sont réglés. Mais il précise, seule une poignée de personnes connaissent le plan. Я можу сказати, що на сьогоднішній день людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб буде розпочинатися ті чи інші дії, ще не більше 4-5 людей, які дотичні до всіх людей. Де, коли і в який час, це питання на сьогоднішній день абсолютно закрите, майте це на увазі. En clair, le plan est déjà ficelé. Kiev gonfle d'ailleurs ses rangs, c'est ce que nous apprend l'agence Reuters. 40 000 hommes et femmes ont été mobilisés en Ukraine et sont en ce moment à l'entraînement, au tir, au pilotage de drones, à l'évacuation de soldats blessés par exemple. Ils n'ont pour la plupart aucune expérience militaire et seront répartis dans 8 nouvelles brigades au nom accrocheur et qui visent à impressionner l'ennemi. Hurricane, Ouragan, Rage, Spartan, les Spartiates, Border of Steel, frontières d'acier par exemple. Autre signe que la préparation avance, ces vidéos que les Ukrainiens disséminent un peu partout sur les réseaux sociaux qui laissent entendre qu'ils ont tous les moyens à leur disposition pour cette contre-offensive. Et ils veillent en plus à ce qu'on ne sache jamais où ces vidéos sont tournées précisément. Ici par exemple, Kiev met en scène une colonne de chars en mouvement dans la boue, quelque part dans le pays. Là, ce sont en revanche des bateaux type Zodiac qui naviguent à vive allure sur ce qui semble être le fleuve Dniepr. On est peut-être dans la région de Kherson où des soldats et notamment des forces spéciales mènent régulièrement des opérations de renseignement. Mais là encore, rien de précis. Et puis pour ajouter encore au flou, l'Ukraine publie aussi ce genre de vidéos de propagande. Dans celle-ci, par exemple, ils mettent en avant leur maîtrise du ciel et de leurs hélicoptères. En clair, terre, mer, ciel, Kiev fait planer le doute totalement à la fois sur les moyens employés et le lieu choisi pour cette contre-offensive. Et en attendant, dans le doute, les Russes renforcent leur ligne de défense un peu partout. Ici, par exemple, selon les Ukrainiens, ils seraient sur la rive gauche du Dniepr, probablement dans la région de Kherson, en train de poser des mines. Alors, la semaine dernière, ici même, on évoquait 3 hypothèses pour cette contre-offensive. Est-ce qu'une de ces hypothèses prend le pas sur les autres ? Oui, il y en a une qui est très scrutée, très analysée par les observateurs du conflit. C'est celle d'une offensive dans la région de Zaporijjia, ici au sud. Alors en quoi consisterait-elle ? Eh bien, pendant que Moscou envoie et maintient, à vrai dire, une partie de ses troupes à l'est, notamment à Bakhmout, Kiev en profiterait pour attaquer ici, direction le sud et notamment la ville de Melitopol, un nœud logistique essentiel pour les troupes de Moscou. Si cette option attire l'attention, c'est parce que c'est celle qui présente le plus d'intérêt stratégique pour l'Ukraine. Attaquer ici permettrait de scinder les troupes russes en deux. Une partie, l'essentiel d'ailleurs de ces troupes, à l'est, autour de Bakhmout. L'autre, une partie non négligeable, cette fois plutôt dans la région de Kherson, presque isolé de fait et surtout privé de ravitaillement. Parce qu'attaquer ici, c'est aussi couper cette route qui permet aux Russes de se ravitailler. Pour assurer l'approvisionnement du front, il faudrait donc passer cette fois par la Crimée, par ce chemin qui prend donc beaucoup plus de temps. Et en parallèle, cela permettrait aussi à Kiev d'avancer, vous le voyez, vers d'un côté la mer d'Azov à l'est et de l'autre, la Crimée à l'ouest. Voilà pour cette hypothèse. C'est celle qui est privilégiée, je vous le disais, par de très nombreux observateurs du conflit. Mais disons-le aussi, Emmanuel, elle paraît un peu évidente. Et c'est précisément ce qui fait douter, parce que Kiev manie l'art de la déception, c'est-à-dire de la tromperie, du leurre. Et souvenez-vous, c'est d'ailleurs cette stratégie qui avait été employée par les Ukrainiens lors de leur grande contre-offensive à l'automne dernier. Ils avaient laissé entendre qu'ils attaqueraient au sud, avant finalement d'attaquer au nord, très au nord, autour de Kharkiv, et enfin seulement dans un second temps à Kherson. Merci beaucoup Fanny. Il faut évidemment se tourner vers Pierre Servant dans ce genre de cas pour, on le voit, bon, évidemment beaucoup d'opérations de déception, pas au sens français, mais de tromperie, c'est le brouillard informationnel classique, notamment avant une contre-offensive. Est-ce qu'il y a malgré tout des signaux un peu plus objectifs que les autres ? Non, enfin, je n'en vois pas. Le point fait par Fanny est absolument parfait. Donc je ne sais pas quels sont les plans. Les Ukrainiens, évidemment, cachent ces plans. J'ai un petit doute sur le fait que ça soit bouclé. Les choses ne sont jamais bouclées, notamment parce que le renseignement
est extrêmement important, et le renseignement permet d'avoir une lecture au jour le jour, heure par heure, de l'évolution du terrain, et surtout permet de lire la copie russe, de la même façon que les Russes essayent de lire la copie ukrainienne. Et ce renseignement, il est absolument essentiel pour terminer la planification et permettre aux décideurs, qui effectivement c'est un petit nombre de personnes, de prendre des décisions clés. Juste un mot, sans rentrer trop dans le détail, mais comment fonctionne un haut état-major, si vous voulez. Les états-majors, l'état-major ukrainien fonctionne sur un modèle de l'Occident, c'est-à-dire que vous avez une subdivision dans ce qu'on appelait jadis dans le langage français des bureaux. On appelait le B2, le renseignement, aujourd'hui ça s'appelle le J, Joint, c'est le langage otanien, donc vous avez le J2 pour le renseignement, le J3 pour la conduite des opérations, vous avez le J5 qui est très important, c'est la planification. Au J5, vous avez des officiers d'active et de réserve qui passent leur temps à faire de la planification sur des hypothèses en fonction du renseignement qui arrive et qui doivent être capables de cracher en direction du commandement supérieur différents scénarios d'attaque avec des opérations de déception, des opérations d'infiltration de forces spéciales. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de chercher le point faible, le point le plus faible du dispositif russe. Et on parle d'une offensive, mais vous pouvez en avoir 3. Je n'en sais rien. Oui. C'est-à-dire, tout dépend effectivement du rapport de force, de la maturité, de la combinaison des moyens dont les Ukrainiens disposent aujourd'hui. Et c'est ça qui va permettre à un moment, 15 jours, un mois, à l'été, la météo, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, va jouer un rôle. Et ça n'est qu'à ce moment-là que l'état-major ukrainien prendra sa décision. Avec encore une fois un souci très très fort, que font les Russes ? Est-ce que les Russes, qui eux-mêmes sont dans une course qui pour l'instant qu'ils ne gagnent pas, au recrutement, au fait de ramener des troupes nouvelles. Il y a une course contre la montre là en ce Course moment, contre la montre. Et donc vous avez comment dirais-je, une évaluation en fonction de ces différentes planifications qui sont proposées, et la décision remonte au plus haut parce que le président Zelensky, le général Zaloujny comme chef d'état-major, puis après le président Zelensky, c'est eux qui devront assumer l'échec ou la réussite de ces offensives. Donc voilà ce qui va se passer, ce qui se passe en ce moment. Mais il faut aussi bien voir qu'un certain nombre de communications qui sont faites, comment dirais-je, dans une réunion d'état-major autour du chef, vous avez les responsables de l'action psychologique qui proposent d'enfumer l'adversaire, de lancer des infos, d'identifier quels sont les canaux occidentaux qui vont le reprendre, qu'est-ce que les Russes suivent comme canaux d'information occidentaux. Vous avez tout ça qui joue dans la manœuvre. Alors j'allais le dire, Antoine Arjakovski, il y a une saturation de l'espace médiatique aussi avec des images. Fanny Veil l'a très bien décrit, une sorte de démonstration de puissance de feu du côté ukrainien, qui est évidemment pas due au hasard. C'est pas dû au hasard, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est une période de brouillage, de guerre, de renseignement. Et à titre personnel, quand Danilov dit il y a 5 personnes qui sont au courant, ça veut pas dire effectivement que les plans sont achevés, ça veut dire que c'est pas les Américains qui savent. C'est ça que ça veut dire. Il l'a dit hier, au moment où il y avait l'article du New York Times qui sortait. Donc s'il a fait cette déclaration, c'est pour dire le New York Times peut publier ce qu'il veut, c'est pas les Américains qui ont les informations sur ce qui va se passer, c'est le commandement ukrainien. Donc ça, c'est, je pense, un point très important à bien retenir. Et pour revenir sur cette fuite, oui, effectivement, de documents tout à l'heure. Mais oui, je pense, mais parce que ça fait partie, effectivement, on se rapproche de la contre-offensive. Il y a un brouillage et une volonté de diffuser des informations et de trouver les bonnes choses. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est pas uniquement le fait que les Ukrainiens montrent ces images comme quoi on est prêt, parce que effectivement, là encore, si un papier est sorti dans le New York Times pour dire attention, on sait tout de ce qui va se passer. C'est pour finalement mettre de la défiance entre les Américains et les Ukrainiens. Et là, en montrant ces images, on montre au contraire qu'il faut avoir confiance dans l'armée ukrainienne, qu'elle est prête, que les matériaux sont arrivés, que les chars sont là, que les soldats sont prêts. Donc c'est ça que ça veut dire.
Alors parlons-en de ces fuites, effectivement, dans le New York Times. Elles sont intéressantes, hein, Joséphine Staron. Des documents confidentiels, des documents secrets. Hein. Pour le coup, l'authenticité de ces documents ne paraît pas être remise en question, à un détail près. Alors voilà, vous voyez que c'est Anthony Blinken qui apparaît sur une autre question. Lui parle d'un cessez-le-feu qui permettrait aux Russes de se réorganiser. Donc, on parlait de course contre la montre tout à l'heure. Je reviens sur ces documents qui ont été... voilà, là, on a maintenant une porte-parole du Pentagone qui dit qu'elle est au courant, effectivement, de ce qui a été publié. Vous les voyez, ces documents dans le New York Times. Ils ont malgré tout été caviardés, hein, puisqu'on s'est rendu compte que, par exemple, le bilan des morts russes a été revu à la baisse, le bilan des morts ukrainiens. Bon, donc c'est manifestement une opération russe. Ça montre en tout cas que côté russe, ils sont capables aussi d'aller capter des documents secrets sur des plans, et comme l'a dit Antoine Arjakovski, qui ne sont pas les plans ukrainiens directement, mais enfin bon, c'est quand même du matériel sensible. C'est du matériel sensible et puis ça montre bien qu'on est dans une guerre du renseignement. Depuis le début, ça a même commencé par là, finalement. Donc les Russes là montrent qu'ils sont effectivement en capacité d'avoir accès à un certain type d'informations confidentielles. Donc oui, pour eux, ils peuvent le revendiquer comme une forme de petite victoire. Et ça inquiète tous les alliés, bien évidemment. Le Pentagone a ouvert une enquête. Donc je pense qu'il y aura effectivement une enquête très rapide et très rigoureuse qui va être faite pour savoir d'où viennent les fuites, parce que là, c'est quelque chose de très grave. Enfin, là, on est... Ouais. On a potentiellement... On est en face à quelque chose de potentiellement très grave. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là, finalement, chacun cherche un peu le Graal. Hein, quels vont être là où les contre-offensives, quelle est la stratégie de l'état-major ukrainien, c'est la question que se posent les Russes. Aujourd'hui, c'est l'unique question qu'ils se posent, parce que ce que fait l'état-major ukrainien dans sa planification, l'état-major russe probablement essaye de faire la même chose, avec des enjeux qui sont différents. Pour l'Ukraine, eh bien, l'enjeu, c'est de récupérer le plus de territoire possible dans cette contre-offensive sur quelques semaines ou quelques mois. Et pour les Russes, eh bien, l'objectif, c'est d'en perdre le moins possible. Oui. Psychologiquement, l'initiative a changé de camp. Hein, eh ben, l'initiative est aux Ukrainiens. Aujourd'hui, les Russes sont en position défensive, ce qui peut ne pas les arranger, d'autant qu'on l'a dit, il y a une mobilisation du côté des soldats russes, mais est-ce que Vladimir Poutine va faire une surmobilisation? Et probablement qu'il regarde justement les scénarios possibles du côté de la contre-offensive ukrainienne pour voir s'il va avoir besoin de mobiliser encore davantage dans sa population, sachant qu'il peut le faire, mais que il n'en a pas forcément envie, parce que c'est coûteux en termes d'opinion publique, c'est coûteux pour sa population. Donc s'il doit le faire, bien évidemment qu'il le fera. Il a montré qu'il était sans aucun scrupule à ce niveau-là, mais je pense que ça, il le regarde de manière très très attentive. Alors, il continue malgré tout, Isabelle Lasserre, côté russe, à enchaîner des déclarations qui ne sont pas triomphalistes, hein, mais qui sont en tout cas positives. Bakhmout, bien sûr, qui s'apprête à tomber. Puis aujourd'hui, on apprenait, par exemple, que leur drone Lancet, des petits drones avec de faibles charges explosives, Pierre Servan nous en dira sans doute plus, avait, d'après le Kremlin, réduit à néant la moitié des obusiers occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi une surenchère, peut-être dans ce brouillard informationnel du côté russe. Il y a une guerre de communication, effectivement, sur les armes et voilà, c'est normal. Mais ce qui est certain, c'est que l'offensive, en ce moment, la dynamique, en ce moment, est revenue aux Ukrainiens. Au début de l'année, elle était passée côté russe, avec l'offensive russe annoncée, alors que les Ukrainiens n'étaient pas assez armés pour lancer la leur. Et cette offensive russe a eu lieu. Et elle a échoué, c'est-à-dire que nous, en fait, on s'en est presque pas aperçu, en fait, qu'elle avait eu lieu, ce qui est totalement incroyable. Donc maintenant, c'est au tour des Ukrainiens, donc c'est normal que le souffle, en fait, est à nouveau revenu aux Ukrainiens. Après, tout n'est pas simple, c'est-à-dire que les chars sont pas tous là. Les promesses d'envoyer des chars ont été quand même beaucoup plus rapides que, en fait, la réalisation.
il y a des pays qui se sont désistés. Et puis surtout, le plus gros problème, c'est qu'on s'est aperçu que l'Occident, et notamment les Européens, n'arrivaient pas à fournir des armes et des munitions, des obus. Pas assez, en tout cas, ou pas à la bonne cadence. Pas assez rapidement, parce que comme ça fait 30 ans que les pays européens se sont désarmés, pensant vivre toujours des dividendes de la paix et de cette paix éternelle qui s'était soi-disant abattue sur le continent européen, ils ont perdu à la fois l'habitude et les moyens d'avoir une production industrielle. Donc les usines, en fait, ne se mettent pas en marche comme ça en 5 minutes. Tout prend du temps. Et puis alors en plus, il y a aussi la machine administrative. À chaque fois qu'une décision est prise, il faut 1 an pour qu'elle soit mise en place. Donc en fait, la question c'est quand est-ce que parce que le problème des Ukrainiens, c'est il ne faut pas qu'ils attaquent trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils attaquent quand ils auront suffisamment de brigades et suffisamment d'équipements pour avoir une chance de l'emporter, en tout cas de réaliser leurs objectifs militaires. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils attaquent trop tard, parce qu'il y a une lassitude d'une partie des pays du Sud. On a vu Lula hier qui a dit allez, rendez la Crimée, on ne va pas attendre longtemps, etc. Réponse très polie de l'Ukraine qui dit dont acte, on donc en même temps, il y a un dosage comme ça, il y a un équilibre, ni trop tôt, ni trop tard. Puis alors après, il y a les conséquences qui seront selon ce qu'ils arrivent à prendre, parce que beaucoup d'experts militaires disent attention, il faudra quand même 3 ou 4 ou 5 attaques pour tout récupérer. Et bien évidemment, plus les Ukrainiens s'approcheront des zones dites sensibles, qui sont les républiques annexées par Vladimir Poutine et la Crimée, plus en fait, le danger de réponse de Moscou sera grand, et ils seront avec la mobilisation générale, oui. Possiblement, un nouveau chantage nucléaire, etc. Et ils seront en position d'attaquant, ce qui est toujours beaucoup plus coûteux en vies humaines. Ça fait même dire à certains experts que cette contre-offensive qui est planifiée, lorsque l'on voit que les deux forces se neutralisent et que les moyens arrivent très lentement, comme le soulignait Isabelle Lasserre, elle pourrait ne pas avoir lieu aussi vite qu'on l'imagine. Oui, voilà, c'est une hypothèse. On voit bien aussi que les Russes blindent leurs fortifications. On a vu des images spectaculaires sur la Crimée, avec des différentes lignes de protection. Donc ça aussi, évidemment, les Ukrainiens l'intègrent dans leur manœuvre pour essayer de voir où se trouvent les points de fragilité. Mais si vous me permettez, d'un mot, Emmanuel, de revenir sur les révélations, les fuites du Pentagone. Moi, je serais au Pentagone, j'aurais fait fuiter ce document. Mais officiellement, avec l'aval de mes supérieurs. Pas en loose day. Pourquoi ? Parce que les documents, notamment au sein de l'armée, ont différents stades de classification en fonction de leur degré d'importance et de secret. Vous avez le confidentiel défense, le secret défense, le très secret, et vous avez des stades au-dessus pour tout ce qui touche au nucléaire. Ça, pour moi, c'est du confidentiel. Ça ne révèle rien des plans de bataille. Top secret, estampillé top secret. Oui, alors, moi, je leur ai fait estampiller, je dois avant de le sortir, oui. Top secret, pour que tout le monde dise, vous avez vu, c'est top secret, etc. Mais qu'est-ce que ça montre ? Ça montre la puissance de l'engagement américain, du matériel qui est donné, la planification de la livraison des armements. Et quelle influence ça a ? Rappelons-nous tout ce qu'on voit sur les chaînes de télévision russes. Vous avez des tas d'experts qui disent ouais, mais c'est l'OTAN, c'est quand même un gros morceau, etc. Moi, c'est une manœuvre. Ça peut être une manœuvre d'influence pour dire ouais, vous avez bien raison de vous dire que c'est du sérieux, c'est du lourd. Regardez ce type de document. Voilà, c'est une interprétation. Je n'ai pas d'information. Peut-être une manœuvre de déception. Le Pentagone ne m'a rien dit. Mais tout ça pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent avec attention, c'est que dans ces guerres-là, dans ces opérations-là, vous avez des services, des bureaux, des officiers, des personnels d'actifs et de réserve, en France comme dans les états-majors américains, qui travaillent sur ces opérations pour voir quelle manœuvre d'influence on peut développer pour tromper l'adversaire. C'est fait sur une analyse de ce qui se passe chez l'adversaire, où sont ses points psychologiques de fragilité, qu'est-ce qui se dit en ce moment au Kremlin, à Moscou, qu'est-ce qu'il en ressort, et vous pouvez, en fonction de ça, en ayant un paysage de l'adversaire, sortir des éléments d'information détournés, avec des faux tampons, avec des voies, des voies, comment dirais-je, différentes, le faire. Et juste, je termine une chose, parce que je l'ai vécu quand j'étais au cabinet du ministre de la Défense, les Américains sont champions, les autorités américaines, le Pentagone, le département d'État, etc., pour, via la presse, faire sortir des documents
commandé, alors que, notamment dans la presse française, ça ne se passe pas comme ça. Les journalistes français ne se laissent pas faire, entre guillemets, et remettre clé en main un dossier qui va servir le pays. Alors on regrettera Même pas. le New York Times pourrait être en service commandé D'expérience, je peux vous dire que tous les médias américains, comme les Britanniques, parce qu'il y a un côté très patriotique, et qui fait que certains acceptent de jouer ce jeu-là, consciemment ou inconsciemment, en disant « je serai un bon scoop pour moi ». Voilà, ça dépend. Et pour les Britanniques, il y a surtout souvent grande porosité entre les services de renseignement britanniques et parfois des journalistes. Je ne dis pas que tous les journalistes britanniques sont des agents secrets, mais il y a, comment dirais-je, une culture du renseignement. C'est pour ça que les Britanniques appellent ça « intelligence ». Ils ne parlent pas d'espionnage, ils parlent d'intelligence. Donc c'est une différence. Et juste pour vous, le FSB les regarde même pas. Si. Alors justement, c'est ça le truc. En étant dupe ou c'est ça le truc, c'est que dans l'évaluation de ce que vous faites en sortant ce type de document, vous dites quelle va être la capacité du FSB ou d'autres services russes, et dans la paranoïa poutinienne et de l'entourage, qu'est-ce que ça va faire, comment ça va jouer, et vous injectez des éléments comme ça. Mais encore une fois, c'est un schéma d'école que je vous mets sur la table. Qui est particulièrement intéressant. Antoine, oui, moi ce que je voudrais ajouter, c'est que cette affaire, elle arrive à peine une semaine après les révélations d'un certain nombre de journaux, cette fois en Occident, en Europe, du Monde, de The Guardian, expliquant que la société Vulcan, en Russie, est la société qui est à l'origine de toutes les manipulations cyber du virus NotPetya, de Sandworms, etc., qui sont à l'origine des manipulations électorales en France, des manipulations électorales faites par la Russie aux États-Unis, et que c'est le GRU, le service secret militaire russe, le FSB, les services secrets russes à l'étranger, qui sont derrière cette société Vulcan et qui, depuis des années, déstabilise l'Occident. Donc, pour le FSB, c'est une claque énorme que cette personne, dont Le Monde, The Guardian explique qu'on connaît pas sa fonction, mais en tout cas, elle est très haut placée dans la hiérarchie du Kremlin, pour que tous ces milliers de documents montrent la réalité de ces révélations qui ont été faites le 30 mars, le FSB ne pouvait pas ne pas réagir. Et comme par hasard, une semaine plus tard, on voit ces documents apparaître dans la presse américaine, que les Américains utilisent fort intelligemment, probablement. Mais si le FSB est derrière, c'est probablement pour réagir par rapport à ces révélations de la société, sur la société Vulcan. Alors, il y en a un qui y croit, ou qui feint d'y croire. Allez savoir, c'est Soloviev, la star de la télévision russe, que vous voyez très souvent sur ce plateau. Lui, il y croit à la contre-offensive, et regardez, il a une solution pour l'éviter. Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации и расположения, центров принятия решений Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем его разрабатывали? Да что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши села, убивают наших жителей. Помогло вам ядерное оружие? Ну, у нас же не стратегические ядерные бомбы. Так и мы тактическим долбанем. Alors, les outrances classiques, allez-vous me dire, ou pareil, c'est un bon thermomètre, Soloviev à la télévision? Mais ça faisait longtemps quand même, hein. Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas entendu sur les armes tactiques nucléaires. Elles reviennent à chaque fois que la Russie est en difficulté. Et à chaque fois que les Ukrainiens sont à l'offensive, soit diplomatiquement, soit politiquement, soit sur le terrain. Elles n'ont d'autres visées que d'essayer de diviser les populations occidentales, de faire peur aux gens, de tarir l'aide occidentale envoyée à l'Ukraine. En général, Soloviev sort sa menace nucléaire à chaque fois que l'Occident propose une nouvelle arme à la Russie. Donc c'est toujours... Voilà. Pendant un mois et demi, les menaces avaient été un petit peu apaisées, juste après que Xi Jinping, au G7 de Bali,
et dit à Vladimir Poutine, bon, On se calme. qu'on se calme. Voilà, donc c'est destiné à faire peur et à dissuader absolument comme toujours. Oui, bon, en tout cas, c'est toujours intéressant. Ils sont persuadés que ça marche, en fait. C'est pour ça qu'ils continuent à chaque fois. Absolument. Et Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'Occident, depuis un an, est resté quand même beaucoup plus uni que prévu, y compris face à la menace nucléaire. alors,